Bienvenue à toutes et à tous sur Happy Visio. Il est 13 h, l'heure pour nous d'accueillir nos deux intervenantes du jour. Bonjour Corinne Houillet, vous êtes Bonjour. psychologue et consultante. On est avec vous jusqu'à 14 h 15. Bonjour Claire Devilliers. Bonjour. Naturopathe certifiée et formatrice. Deuxième rendez-vous proposé par MMJ et vous allez mettre l'accent sur les savoir-être dans le conflit. Je vous laisse, mesdames. À tout à l'heure, le support arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel. Je sais choix musicaux parce que j'ai trouvé que cette introduction au musical était parfaite. Si on dit que la musique adoucit les mœurs, eh ben, typiquement en matière de conflit, on devrait en écouter plus de la musique comme ça. Merci beaucoup Lionel pour cette introduction et bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce cycle qui a été engagé, initié par la mutuelle du ministère de la Justice et des métiers de la sécurité. On a démarré la semaine dernière un cycle qu'on consacre à la gestion du conflit. On a commencé la semaine dernière à décortiquer le conflit pour comprendre un peu ses mécanismes, ses enjeux, le processus du conflit. On verra la semaine prochaine avec Samir Cornet dans quelle mesure la négociation est possible, quelle place il y a pour la négociation. Et ce sera surtout là, à travers son partage d'expérience en tant qu'éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on fera résonner cette notion de conflit et de résolution de conflit. Mais avant ça, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que Claire va nous raconter à propos du savoir-être dans le conflit, un savoir-être qui peut naturellement être fortement impacté, influencé par les émotions. Donc, il s'agira aujourd'hui d'identifier comment, grâce à nos capacités relationnelles, on peut collaborer pour optimiser la résolution du conflit. Alors, souvenez-vous, on avait dit le mardi dernier que de toutes les stratégies, c'est la collaboration qui est la plus efficace, la plus pérenne et plus constructive pour sortir que tout le monde sorte gagnant-gagnant d'un conflit. Et c'est vraiment ce que va nous expliquer Claire aujourd'hui. Elle va vous apporter son expertise, et je dis bien son expertise parce que moi je le dis parce qu'elle ne s'autoriserait pas à le dire elle-même, mais c'est vraiment un sujet qu'elle maîtrise très bien. Elle a cette capacité à apporter quelque chose de très positif et aussi beaucoup de douceur. Et du coup, en cas de tension, quand on est dans une situation de conflit, c'est vraiment très utile. Donc vous verrez qu'il sera d'abord question de se reconnecter ou de se connecter. Voilà, de se connecter ou de se reconnecter à son état émotionnel pour pouvoir le comprendre. Claire vous indiquera ensuite les astuces qui favorisent le retour au calme, ce qui est nécessaire pour apaiser les tensions dans le conflit. Et ensuite, il s'agira de repérer les moyens d'optimiser la communication, notamment pour éviter le dialogue de sourds, enfin concrètement être plus en capacité de comprendre ce que l'autre vit en face de moi, mon interlocuteur vit dans le conflit qu'on partage ensemble. Et puis pour terminer, vous prendrez la voie de la résolution. Ce sera l'occasion pour Claire de vous donner des clés de la communication non violente, comment déjouer les pièges de la communication et de définir finalement un certain niveau de langage et d'intention dans le conflit. Ça va être très dense, très riche, donc je ne vais pas perdre de temps et laisser la place à Claire pour démarrer. N'hésitez surtout pas à déposer vos questions, vos observations dans le chat. Je me charge de les regrouper pour que Claire puisse répondre à vos questions ensuite. Je m'efface et je te laisse la place. Merci beaucoup Corinne pour cette introduction parfaite, et je te rejoins effectivement sur cette belle musique qui a introduit juste avant qu'on commence, et peut-être qu'on pourrait un jour parler des bienfaits thérapeutiques de la musique. C'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Voilà, alors donc je ne reviens pas effectivement sur ce sommaire. Là, l'objectif de ce webinaire, ce second webinaire, ça va être vraiment finalement dans un premier temps d'aborder le conflit comme un retour à soi, pour essayer finalement de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour effectivement aller vers ce que tu soulignais tout à l'heure Corinne, alors résolution, c'est ce qu'on espère, mais en tout cas se mettre dans une démarche de collaboration autant que possible pour pouvoir effectivement sortir de situations qui sont bloquées. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut, mais ça c'est d'une manière générale dans la vie, pour pouvoir s'occuper de l'autre, ou si vous êtes dans une position de médiateur d'un conflit par exemple, eh bien quand on est partie prenante, il faut au maximum être clair avec soi, autant que possible, pour pouvoir après être dans la relation et essayer d'apporter quelque chose de clarifiant et d'aidant dans la qualité de la relation. C'est vraiment, on va dire, l'esprit de ce que je vais vous présenter dans cette conférence. Alors, donc, il était absolument impossible de ne pas revenir sur le sujet des émotions, puisque évidemment que dès qu'il y a situation de conflit, il y a forcément de l'émotionnel en jeu.
enfin, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec cette première étape, mais en général, quand on est dans une situation de conflit, alors qu'on soit partie prenante du conflit ou quand bien même on soit observateur et qu'on voit un conflit se faire, en général, à l'intérieur, c'est pas tout à fait neutre. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, comme il n'y a pas de conflit sans émotion, en termes de résolution de conflit, c'est extrêmement difficile d'aller vers une forme de résolution si on n'a pas un minimum de compréhension, et qu'on n'accepte pas cette parfois tempête émotionnelle qui peut nous traverser. Ça concerne nos propres émotions et ça concerne aussi évidemment l'émotion de l'autre. Je trouve que c'est pas forcément facile d'accueillir, on va y revenir juste après, quelqu'un qui est, extrêmement en colère par exemple. Il faut déjà avoir un minimum, je trouve, de clés pour pouvoir, garder une certaine distance et en tout cas y mettre une forme de compréhension. Sinon, bah, voilà, l'émotionnel, ça touche directement le cœur. On prend les choses, d'ailleurs on dit prendre les choses à cœur, hein. On va prendre les choses de plein fouet et en général, ça peut potentiellement nous bloquer, quand on est, voilà, un petit peu, on se prend ça comme une charge et on ne sait pas tellement quoi en faire. Alors, je vous ai mis, le lien ici, peut-être que certains d'entre vous avaient suivi le cycle de webinaires qu'on avait consacré justement à l'équilibre des émotions avec Corinne au printemps dernier. Donc bien sûr, je ne vais pas refaire, le même contenu, hein, bien sûr. Donc si le sujet vous intéresse et pour compléter ce que je vais vous présenter là, je vois que Corinne met le lien, effectivement de la page YouTube de la MMJ, dans lequel vous allez pouvoir retrouver, en fait, l'ensemble des conférences qui ont été données, et notamment ce cycle consacré aux émotions. Alors, je vais simplement effectivement faire quelques rappels, piqûres de rappel, et j'ai, voilà, gardé ce tableau qui me semble, en fait, déjà dire, beaucoup de choses en termes d'émotions. Alors, il peut y avoir énormément d'émotions, hein. Moi, j'ai tendance souvent à rappeler, on va dire, les grands principes des 4 émotions fondamentales que sont la peur, la colère, la tristesse et la joie. Alors, je ne vais pas tout redétailler ce tableau, je vous laisse en prendre connaissance. L'idée simplement, c'est, de vous rappeler qu'en fait, alors déjà d'une part, nous sommes des êtres d'émotions, c'est une des caractéristiques de nous, êtres humains. Nous sommes des êtres d'émotions et l'émotion est absolument, naturelle, même indispensable, et nécessaire à notre vie, à notre équilibre. Simplement, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a, coutume de bien comprendre et de bien apprivoiser. Je l'avais sûrement dit dans le cycle précédent, je n'aime pas tellement le terme de gestion des émotions. On parle souvent de gestion des émotions. L'idée, pour moi, c'est pas tellement de gérer l'émotion, parce que ça pourrait avoir une connotation de contrôle. Une émotion, ça se contrôle pas. Une émotion, ça se comprend beaucoup plus que ça ne se contrôle. Et pourquoi c'est important de les comprendre? Parce qu'elles ont une utilité. Il ne faut pas croire qu'une émotion, on la subit et que voilà, c'est tout, il faut attendre que ça passe. Non, non, il faut essayer de comprendre ce que l'émotion dit. Et c'est, tout le sens de ce tableau qui peut paraître assez basique, mais sincèrement, quand on a réellement intégré cette base-là sur ces 4 émotions, et ben, dans la vie, que ça soit professionnelle, personnelle et dans toutes les, voilà, les relations et ce qu'on peut vivre au quotidien, c'est parfois très, très aidant. Donc simplement, ayez à l'esprit que chaque émotion a une fonction bien particulière, donc elle est utile, que derrière une émotion, il y a toujours un besoin qui est, sous-jacent. Et vous verrez la notion de besoin, j'y reviendrai en fin de conférence quand on évoquera la communication non violente, parce que c'est vraiment une communication qui se base sur la compréhension et l'expression de ces besoins, tout simplement. Et évidemment, on n'en reste pas là, il y a toute une fonctionnalité en fait du système émotionnel. L'idée, c'est que pour qu'une émotion soit donc fonctionnelle, qu'elle soit correctement, apprivoisée, comprise et exprimée, eh ben, il faut y mettre une réaction, mais une réaction appropriée. Et bien sûr que selon les émotions qu'on ressent, la réaction ne sera pas la même. Donc des fois, ce qui peut se passer, et très souvent, c'est que, alors soit il n'y a pas de réaction, soit on ne comprend pas le besoin qui est derrière, soit la réaction, en fait, n'est pas la bonne, n'est pas appropriée. Et ça, déjà, ça peut complexifier un petit peu bah voilà, ce qu'on vit, les expériences. Et dans le cadre d'un conflit, évidemment, ça commence pas sur les bonnes bases parce qu'il y a une espèce de mauvaise compréhension et de soi et potentiellement de l'autre en face, bien sûr. Alors, j'ai choisi de faire un zoom sur la colère. Alors, je crois que Corinne avait, mentionné un petit peu l'émotionnel, la semaine dernière. Alors, c'est pas forcément la seule émotion qui est en jeu dans un conflit, mais j'ai choisi de faire un zoom sur la colère parce que, bon, quand même, globalement, ça fait partie de l'émotion sous-jacente quand il y a un conflit. Et surtout parce que ça fait partie des émotions qui sont, les moins bien comprises. C'est un petit peu, l'émotion mal aimée.
parce que c'est une émotion globalement, alors tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, mais globalement, c'est une émotion dont on a un petit peu peur, en fait. On la comprend assez mal. On a peur, on a toujours un petit peu la crainte qu'elle soit, destructrice, cette colère, parce qu'on fait une association entre la colère et potentiellement la violence. Donc c'est vraiment une émotion venant de l'autre qui peut faire peur, aussi sa propre colère. On a peur que ce soit une émotion qui soit, potentiellement dévalorisante aussi. On se dit: «Bah, si je me mets en colère, je vais être mal perçue comme quelqu'un qui, voilà, qui perd ses moyens», voilà, il peut y avoir beaucoup de croyances, plutôt négatives associées à la colère. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a une émotion comme ça qui est plutôt, qu'on essaie de mettre à distance? Eh ben, voilà, on va essayer de la contenir. Il faut bien vous dire qu'une émotion, elle est là. On ne peut pas se dire qu'on n'a pas d'émotions. C'est absolument impossible. On peut ne pas les exprimer, on peut ne pas les ressentir. Par contre, l'émotion, elle est là. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, non, je veux pas en entendre parler de cette émotion. Eh ben, on va commencer à mettre des couvercles pour essayer d'étouffer, hein. C'est vraiment cette image que je vous ai mis là de la cocotte minute que je trouve assez parlante. Et du coup, on a un processus qui s'accumule. Et voilà, là, ça peut se passer sur une situation précise. Et ce côté couvercle, les cocottes minutes qui commencent à chauffer, ça peut se passer sur une vie entière. On peut là aussi mentionner le fait que les couvercles, on peut se les mettre soi-même. Alors, on peut se les mettre de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs, mais c'est aussi des choses qu'on peut inconsciemment avoir subies. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu des injonctions familiales, par exemple, il y a des modes d'éducation où l'émotion, c'est pas quelque chose qui est, souvent les parents sont pas très à l'aise avec ça, donc on va, très rapidement dire à l'enfant, voilà, non, un enfant, enfin voilà, un garçon, ça ne pleure pas, ou alors si je te vois en colère, allez, file dans ta chambre, je veux pas voir ça, et cetera. Et du coup, l'enfant va se construire avec cette idée que, voilà, la colère, potentiellement, aussi les autres émotions, on met des couvercles dessus pour ne pas les exprimer. Sauf que, si on continue à garder l'image de la cocotte minute, la cocotte minute, elle est sur le feu. Donc elle continue, elle s'achauffe, s'achauffe, s'achauffe et ce feu, c'est le temps qui passe, en fait. Et à un moment donné, la pression, de toute façon, sera trop grande et le risque, c'est qu'évidemment, à un moment donné, ça explose. Et c'est quand ça explose que, oui, c'est le principe d'avoir accumulé. Donc là, l'explosion peut, du coup, faire sortir cette émotion, d'une façon un peu désordonnée et inappropriée. Donc, une première chose, par rapport à ça, alors évidemment, c'est presque une activité physique, hein, d'apprendre à gérer et de comprendre ses émotions. La première chose, c'est vraiment intérieurement, si vous vous reconnaissez dans cette, relation un petit peu, compliquée avec la colère, c'est déjà de simplement vous dire que d'accepter l'idée que la colère est utile. Elle est utile et parfois même salutaire dans certaines circonstances. Pourquoi? Parce que la colère, vous l'avez vu, dans le tableau précédent, la réaction appropriée, c'est qu'on va faire. Donc c'est une énergie qui apporte une énergie de changement. Et évidemment, le changement, ça peut nous sortir de situations, inconfortables, ça peut faire bouger les choses, bouger les lignes. Donc heureusement qu'au niveau planétaire, on a cette énergie de la colère qui nous permet de ne pas subir les choses et de ne pas, stagner, de rester dans une forme de stase qui, potentiellement nous peut être aussi destructrice. Donc il faut vraiment faire le distinguo entre le fait que la colère est tout à fait utile quand elle est, on va dire, correctement, apprivoisée. Par contre, ce qui peut être négatif, c'est non pas la colère elle-même, mais c'est vraiment la réponse qu'on va lui apporter et une réponse ou un comportement potentiellement qui va être inadapté et c'est là où il y a une forme de confusion. Donc tout l'enjeu, effectivement, comme je vous l'ai mis, juste en dessous, c'est que il faut savoir, accepter cette colère, donc accueillir cette émotion-là, sans la rejeter et sans tout de suite essayer de la refermer. Évidemment, après, essayer de se poser les bonnes questions et comprendre le message qu'elle envoie. Qu'est-ce qui n'est pas respecté? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Le besoin associé, c'est la notion de respect. Donc ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Donc il faut essayer de creuser, de vous rentrer dans une forme d'introspection pour essayer de comprendre, où, le respect n'a pas été, respecté, justement, c'est le cas de le dire. Et ensuite, une fois qu'on a un petit peu compris, décodé, avoir certains indices, on va l'exprimer et évidemment, l'idée, c'est de l'exprimer à temps, c'est-à-dire de ne pas attendre et puis, d'accumuler, puis à un moment donné, ça sort, mais c'est plus le sujet, c'est complètement inapproprié. Dans la bonne mesure, parce que voilà, pareil, la cocotte minute, l'idée, c'est plutôt de faire une cuisson vapeur, douce avec une vapeur qui s'évapore, au fur et à mesure, donc dans la bonne mesure, et à la bonne personne.
Et bon, voilà, c'est un peu l'exemple grand classique. On rentre d'une journée de travail, alors on a accumulé les problématiques, on s'est pris le chou avec le collègue, on a eu un point avec son chef, voilà, qui nous a semblé, pas justifié, en tout cas ça s'est mal passé et cetera. Donc la cocotte, elle est bien montée pendant la journée. On rentre à la maison et puis là, si on a eu le malheur d'avoir un petit jouet qui traîne ou le repas qui est pas fait ou, le linge qui a pas été rangé par le mari ou quoi aux caisses, et ben voilà, là ça sort, ça explose et bah, voilà, les enfants, alors peut-être si c'est parfois justifié, mais en tout cas, s'ils ont pas rangé leurs jouets, ça justifie pas la manifestation que vous allez avoir parce que c'est, bah, voilà, c'est pas forcément, la bonne personne. Alors bon, ça c'était vraiment pour vous donner, quelques rappels. On pourrait en parler beaucoup plus longuement, hein, mais je vous réfère vraiment au cycle précédent pour avoir des choses un petit peu plus, détaillées là-dessus. Donc l'idée globale, c'est de vous dire que vous soyez partie prenante d'un conflit, ou que vous soyez médiateur plutôt d'un conflit, cette partie de réflexion autour de l'émotionnel, hem, elle est, c'est la base. C'est vraiment si on prend la métaphore de la maison, c'est les fondations. S'il y a une mauvaise compréhension ou s'il y a, je vais en parler juste après, une surcharge émotionnelle, déjà là, on est sur un niveau de blocage dans lequel il va être compliqué de trouver les bonnes portes et pouvoir avancer dans la résolution du conflit. Alors, deuxième étape, effectivement, je viens de vous le dire à l'instant, qui dit émotion dit potentiellement, charge plus ou moins importante et stress plus ou moins important. Effectivement, on parle des émotions, mais l'émotion de la colère, ça met en jeu le système du stress, en fait, hein. Ça nous met dans voilà, quand on est en colère, on peut avoir la tachycardie, on peut avoir les mains moites, on peut, voilà, avoir des manifestations. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement du système nerveux, autonome avec cette balance, entre la branche orthosympathique, qui est celle de la réaction, celle du stress, celle de l'adaptation et la branche parasympathique, qui est celle, au contraire, de la récupération. Donc l'idée, c'est que si vous êtes complètement débordé, soit par une colère qui vous déborde complètement, soit par la peur, hein, parce qu'évidemment, j'en ai pas parlé, mais la peur, c'est aussi une émotion qui peut être, ressentie dans un contexte de conflit assez facilement. On sait bien que la peur, on peut être, tellement dans un niveau de peur qu'on est complètement sidéré, et donc ce qui dit sidération dit qu'on est complètement bloqué. Donc là, c'est très compliqué d'être capable d'avancer dans le conflit si on est dans cette, zone de blocage. Donc l'idée dans un premier temps, avant même d'essayer de mobiliser quoi que ce soit en termes de compréhension, c'est de voir le niveau dans lequel on se situe et si on se sent un tout petit peu trop submergé, eh bien on va essayer de faire baisser un petit peu cette charge. Donc voilà, je vous l'ai remis là. Une des clés dans la gestion du conflit, puisqu'on est dans ce fonctionnement émotionnel, c'est vraiment de garder une forme d'équilibre. Alors l'idée, c'est pas d'être complètement en mode relax comme quand on est en train de dormir ou on est complètement en parasympathique, mais c'est d'être, pas dans un déséquilibre trop important et il est parfois nécessaire de venir, solliciter un petit peu cette branche du parasympathique qui va vraiment qui va permettre, pardon, de revenir à une forme d'équilibre un petit peu plus importante. L'idée derrière ça, c'est que, c'est pareil, c'est une des choses que j'avais, abordées dans la 1er cycle de conférence, c'est que quand on est dans ces émotions très archaïques de la peur, et de la colère, on est dans notre cerveau, reptilien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cerveaux de MacLean, les 3 cerveaux de MacLean que vous connaissez, peut-être. Le cerveau reptilien, c'est nos réactions spontanées, en fait. Dans le cadre de la gestion de conflits, il est évident qu'il va falloir passer par notre, néocortex, en fait, notre capacité d'analyse. Donc si on est complètement bloqué dans notre cerveau reptilien et ben, en fait, on va avoir les idées complètement brouillées, impossible d'accéder à cet esprit d'analyse. Donc c'est tout l'intérêt de cette phase de retour au calme. Alors, il y a plein de façons évidemment de travailler sur un retour au calme. Là, j'ai choisi quelques outils qui me semblent, très faciles à mettre en place, rapides et on va dire, facilement accessibles aussi quel que soit le contexte. Parce que voilà, on ne peut pas forcément, prendre 1 heure pour faire quelque chose d'un petit peu plus, global, profond et cetera. Donc moi je trouve très utile d'avoir des outils, naturels évidemment, pour, pouvoir favoriser ce retour au calme.
Alors, les huiles essentielles, évidemment, je suis naturopathe, donc les huiles essentielles, c'est un de mes outils chouchous. Dans le cadre de cette charge émotionnelle, c'est un outil extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que, en fait, physiologiquement, il faut savoir que les neurones olfactifs, donc qui sont activés dès lors qu'on respire une odeur, sont directement liés au cerveau, aux parties du cerveau qui gèrent les émotions, notamment le système limbique. Donc ça veut dire que quand on respire une odeur, donc là en l'occurrence un flacon d'huile essentielle, quand on le respire là immédiatement, mon cerveau émotionnel va être informé. Donc en fait, avant même de se dire qu'est-ce qui se passe avec cette odeur, j'aime bien, je me sens comme ci, comme ça, en fait c'est instantané. Avant même d'avoir la réflexion, vous avez votre cerveau émotionnel qui est informé et donc potentiellement les huiles essentielles qui ont une action sur le système nerveux vont pouvoir faire baisser, mais vraiment immédiatement, vous ferez le test ou peut-être que vous avez déjà une expérience là-dessus, vous verrez que effectivement, quand on a aussi la bonne huile essentielle qui nous correspond bien, ça peut être un outil extrêmement utile et performant. J'ai juste eu un message sur le réseau, donc je vais juste vérifier. Ok, j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure pour vous. Alors, je ne détaille pas le choix des huiles essentielles, c'est pareil, ça a fait l'objet du premier webinaire au printemps. Donc, il y en a plein, en fait, des huiles essentielles qui vont avoir une action sur le système nerveux. Je vous en ai mis quelques-uns. Les deux grands classiques en première intention, c'est la lavande, la mandarine, mais il y en a beaucoup d'autres. Et j'en profite aussi, avant d'oublier, pour vous mentionner une petite nouveauté que propose la MMJ, qu'on a lancée avec Corinne, de petites vidéos, en fait très courtes, qui s'appellent la Minute Trêve. Et le premier cycle de vidéos là-dessus, c'était justement sur la respiration dont je parlais juste après. Et à venir, là, avant la fin de l'année, vous aurez justement une vidéo sur les huiles essentielles anti-stress. Donc je ne m'y attarde pas. Alors, deuxième outil, là aussi que j'aime beaucoup dans mon travail, dont je me sers beaucoup, c'est ce qu'on appelle les fleurs de bac. Alors pareil, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Simplement, là, je vous parle du Rescue. Donc là, moi, j'en ai un ici. Personnellement, j'en ai toujours un flacon dans mon sac, j'en ai un flacon en cabinet et à la maison pour ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que c'est un remède, c'est ce qu'on appelle le remède d'urgence. Donc comme son nom l'indique, c'est à utiliser de façon très ponctuelle. Donc vous voyez les fleurs de bac, alors les fleurs de bac originales, parce qu'on trouve maintenant parfois des produits dérivés, ça se présente comme ça. Vous avez un petit flacon de compte-gouttes. Et donc l'idée, ça c'est vraiment d'utiliser quand on sent qu'on est un petit peu débordé. Alors ça peut être débordé d'un point de vue émotionnel, ça peut être débordé par un stress, ça peut être... voilà, dès lors que vous sentez qu'il y a cette charge qui vous dépasse un petit peu, que vous avez besoin de faire descendre un petit peu la pression. Donc, le Rescue s'utilise de façon très simple, c'est pour ça que c'est bien d'en avoir sous la main, c'est que vous mettez 3 gouttes directement sous la langue. Alors, il faut quand même savoir que c'est un macérat alcoolisé, donc si vraiment il y a un souci avec ça, il y a certains laboratoires qui vont faire des fleurs de bac avec un macérat d'érable, où il n'y a pas d'alcool. Mais sinon, voilà, vous mettez 3 gouttes directement sur la langue. Vous devriez ressentir instantanément une forme de... Voilà, une première respiration un peu plus facile et vous pouvez renouveler tous les quarts d'heure jusqu'à vraiment ce que vous sentiez que voilà, vous retrouvez un petit peu la maîtrise de votre état, entre guillemets, la maîtrise de votre état émotionnel. Ça, c'est un outil que je trouve extrêmement utile. La respiration, alors évidemment, là je ne fais que la mentionner parce que donc on y a consacré une série de vidéos avec Corinne, donc je ne détaille pas, gardez juste à l'esprit que la respiration anti-stress, c'est la respiration du ventre, donc quel que soit l'outil l'exercice que vous faites, pensez à ce que ce soit le ventre qui soit sollicité. La cohérence cardiaque, la respiration en carré, etc. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Voilà. Alors, d'autres outils, je vais parler juste après d'un outil que je connais bien et que j'aime beaucoup, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors là, 2 petits trucs que je trouve très utiles dans ce cadre-là. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle l'état dissociatif. Alors, c'est pas un outil en tant que tel, c'est juste il faut comprendre ce que ça veut dire et la logique. Et après, simplement avec une forme de visualisation, on peut travailler là-dessus. Dissocier, à contrario d'associer, c'est vraiment en PNL la notion que quand on est associé, on vit véritablement, alors soit à l'instant présent, ça peut être aussi on revit quelque chose de passé, hein, mais pour ne pas complexifier les choses, simplement là, voilà, on est là, moi je suis dans mon corps, je suis dans mes sensations,
dans mes sens. Je suis vraiment connectée à ce que je ressens sur les émotions, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je touche, mes pieds sur le sol, etc. Là, je suis pleinement associée. À l'inverse, quand on parle d'état dissociatif, c'est comme si on se mettait en position méta. C'est comme si on sortait de son corps et alors soit on se voit faire plutôt, en tout cas, on n'est plus en contact avec ses ressentis. Alors, la dissociation, c'est quelque chose. Il y a des gens qui sont plus ou moins facilement dissociés ou associés. Et puis après, voilà, dans les événements, notamment les traumas qu'on peut traverser, il faut toujours se dire que le corps et l'inconscient fait tout ce qu'il faut pour nous protéger. Donc, on peut aussi avoir des phénomènes de dissociation inconsciente qui font que, voilà, par exemple, quand on vit quelque chose de trop difficile à supporter, eh ben, instantanément, on va se dissocier. C'est ce qui explique des fois que les gens même oublient. Il peut y avoir même carrément des amnésies. Là, on est vraiment sur une dissociation très profonde. Donc là, l'idée, c'est simplement de vous inviter à avoir ça à l'esprit et de se dire qu'on peut se dissocier de façon, on va dire, visuelle et enfin spatiale plutôt, pardon, et temporelle. C'est-à-dire que je vous ai mis l'image du petit drone pour essayer d'illustrer ça. Quand vous vivez une situation où vous avez l'impression d'être complètement sous l'eau, de ne plus comprendre ce qui se passe, simplement prenez un temps pour essayer de vous visualiser et de voir la situation. Donc l'image du drone, ça pourrait être l'image d'un petit avion, d'un oiseau, hein, selon vos préférences. L'idée, c'est de forcer une forme de dissociation pour essayer peut-être d'avoir un petit peu de recul et d'essayer d'avoir une forme d'ouverture qu'on ne peut pas avoir quand on est vraiment trop associé à une situation. Je laisse la parole effectivement à Corinne, là vous voyez qu'il y a un petit flash code qui correspond à? Oui, tout à fait. Ce petit QR code que vous retrouvez juste en dessous du drone, justement, si vous le flashez sur le support, donc il sera aussi du coup disponible sur le replay, je vous ai préparé 2 séances de sophrologie complètes avec des exercices de relaxation dynamique et des exercices de relaxation beaucoup plus statiques, de visualisation, pour vous aider à faire ce travail de prise de recul, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident tout de suite. Donc c'est vraiment 2 séances de sophrologie que vous pouvez refaire comme vous voulez. Ça vous donne accès à ce lien, en fait, vous donne accès à ces 2 séances. C'est des supports audio pour vous aider à visualiser la situation, prendre de la hauteur. Mais en fait, c'est comme un travail guidé, en fait, un travail de visualisation qui est guidé, et ça vous aidera à le faire. Pour ceux qui peuvent flasher le QR code, vous pouvez le faire sur le support. Vous pourrez le faire sur le support qui sera aussi disponible sur le replay. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le QR code, je vous mets le lien Internet directement dans le chat. Voilà. T'assures, Corinne. Et oui, alors juste, j'ajoute parce que je vous parlais de dissociation spatiale et temporelle. Effectivement, on peut le faire aussi dans le temps. Et là, pour les gens qui ne sont pas, parce que côté spatial, ça engage un petit peu plus la notion de visualisation. Vous n'êtes pas forcément tous à l'aise avec la visualisation. C'est comme ça, hein. Il y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité à visualiser. Donc ça peut aussi passer simplement par là quelque chose de plus mental, on va dire. Et le côté temporel, c'est vraiment se dire, mais je trouve que, pour l'avoir déjà fait parfois dans certaines situations, je trouve que c'est aidant. C'est de se dire, bon voilà, vous êtes en plein dans un conflit, là, cette semaine, vous vivez quelque chose d'extrêmement compliqué, mais vous savez que ça va durer la semaine. Bon voilà. L'idée, c'est simplement, en fait, de prendre un temps pour vous dire, bon voilà, ok, là je suis dans le dur, c'est un petit peu compliqué. La semaine prochaine, déjà je sais, ça sera passé. Comment je me sentirai déjà la semaine prochaine? Et puis d'avancer comme ça et de vous dire, et dans 3 semaines? Ah bah tiens, dans 3 semaines, oh bah tiens, dans 3 semaines, je serai sûrement dans mes achats de Noël. Ah bah d'un coup, ça vous met dans une autre perspective. Et dans 3 mois, oh bah dans 3 mois, mon Dieu, je pense que ça sera derrière nous. Et dans 3 ans, voilà, en général, on a envie de sourire parce que dans 3 ans, si on parle de choses, pas dramatique évidemment, mais dans 3 ans, a priori, on considérera vraiment de se dire: «Ah mais c'était vraiment pas grand-chose, pourquoi je me suis mis dans cet état-là?» Ça a l'air de rien, mais moi je trouve que c'est parfois aidant. Alors, dernier outil que j'ai choisi de sélectionner aujourd'hui, c'est, là aussi un outil très aidant, de la PNL, qui se base sur ce qu'on appelle les accès oculaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les accès oculaires? Je vous ai fait un résumé qui veut tout dire parce que en fait, la PNL, c'est très, très simple, hein. C'est parfois dit de façon un peu compliquée, mais en réalité, c'est tout à fait simple. Les accès oculaires, c'est, dans quelle direction mes yeux se portent. Je ne sais pas si vous voyez bien mes yeux. Quand on est dans un axe avec les yeux vers le haut, il faut que vous sachiez, alors tout ça c'est neurologique, hein, PNL, programmation neuro-linguistique, donc ça veut dire que la PNL s'est beaucoup appuyée sur le cerveau, le fonctionnement neurologique du cerveau, dans l'idée que notre cerveau c'est un programme, justement, qu'on peut programmer ou déprogrammer. C'est un peu tout l'enjeu de la PNL.
Et donc, voilà, il faut savoir que quand on est les yeux en haut, on est dans le visuel. Forcément, toujours, absolument, tout le monde fonctionne comme ça. Quand j'ai les yeux vers le haut, moi, si je suis peut-être que vous le remarquerez maintenant que je l'ai dit, il va peut-être m'arriver pendant la présentation d'avoir mes yeux en l'air. Bah oui, soit probablement je suis en train de revisualiser quelque chose, si je donne un exemple, ou de revisualiser quelque chose que j'ai lu ou voilà. Donc l'idée, c'est que soit on voit à l'instant présent, quelque chose, soit, on revisualise quelque chose qui s'est passé, on est dans du visuel remémoré, soit on peut aussi être dans du visuel construit. Quand on s'imagine, moi hier, si j'étais en train de m'imaginer, voir donner cette conférence, bah voilà, j'étais dans mon visuel construit. Quand on a les yeux en face, voilà, là je regarde la caméra, a priori, je suis en face, on est dans son auditif. Donc là, exactement la même logique, on n'est pas sur le même canal sensoriel, on est donc dans l'auditif. Soit je réentends quelque chose, là par exemple si j'y pense, on parlait de la chanson juste avant la conférence, bah voilà, je réentends la chanson de tout à l'heure avec cette magnifique, voix, je suis dans cet accès oculaire ici. Et on peut aussi se projeter en train de parler, s'entendre dire quelque chose. Si par exemple, j'avais répété, ma conférence, avant de vous la donner, eh bien, j'aurais été potentiellement dans mon visuel construit, parce que je me serais entendue vous parler. Et c'est là où ça fait du lien avec ce que je vous raconte, c'est que quand on a les yeux en bas, on est soit dans notre émotionnel, donc émotionnel: «Oh là là, je suis hyper stressée, avant la conférence», par exemple. «Oh là là, je suis hyper stressée, j'ai peur d'oublier des trucs», et cetera. Ou alors, on est dans notre dialogue interne. Le dialogue interne, c'est quoi? C'est: «Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Oh là là, je suis sûre que je vais oublier de parler de ça parce qu'à chaque fois ou alors je vais parler trop vite et puis du coup, je vais pas avoir le temps de terminer ou inversement, je vais vouloir dire trop de choses et je vais pas avoir le temps de bref, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Alors, il peut y avoir du positif et du négatif, vous me confirmerez ou pas, globalement, on est quand même souvent dans un dialogue interne pas forcément très très soutenant selon les circonstances. Alors quel rapport avec ce qu'on dit là? Vous allez me dire, bah, le rapport, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez avoir à l'esprit quand vous sentez que, peut-être, vous êtes complètement débordé par votre émotionnel dans une situation de conflit, ou que vous êtes dans un espèce de rumination mentale qui n'est absolument pas aidante, soit pour vous, soit par rapport à la situation et cetera, qui fait que la mayonnaise est en train de monter et que tout ça n'est pas très productif. Et donc, posez-vous la question: où sont vos yeux? Et surtout, levez les yeux. Le fait de lever les yeux, alors attention, c'est pareil, c'est pas comme si, faut comparer ce qui est comparable, c'est pas comme si vous veniez de fumer la moquette et puis d'un coup, ouh, il y a plus de problème et cetera. Mais par contre, ça vous fait sortir de votre émotionnel ou de votre dialogue interne et ça, c'est instantané. C'est quelque chose ça peut m'arriver de l'utiliser, alors, soit dans un cadre, personnel, mais ça m'arrive aussi de le faire en cabinet. Évidemment, on fait un métier, de relation d'aide, donc il arrive que des fois la personne en face, soit justement dans un émotionnel très profond ou que l'histoire qu'elle vous raconte résonne avec la vôtre, par exemple, ce qu'on appelle les effets miroirs dans le cadre d'un métier de thérapie, quel qu'il soit. Bah, voilà, l'idée, c'est évidemment de ne pas me laisser déborder par ça, donc ça peut être des choses que j'utilise pour sortir, en tout cas pour moduler la réaction d'empathie qu'on va avoir, évidemment qui est nécessaire, mais l'idée, c'est pas de plonger non plus dans l'histoire et dans l'émotion de la personne. C'est d'y être, d'être à côté, en fait, de la personne. C'est ça que ça veut dire l'empathie, hein, c'est être à côté de la personne. C'est l'image de, voilà, de mettre les bras à côté, mais pas d'être complètement, dedans avec elle. Donc pensez simplement, levez les yeux, vous le testerez et vous me direz si vous trouvez que c'est aidant dans certaines circonstances. Alors j'avance, mon Dieu, le temps passe vite. Alors maintenant, troisième partie, je vais vous donner quelques clés parce que alors là, ça serait compliqué de donner toutes les clés en un quart d'heure de temps sur la communication, mais voilà, l'idée c'est que, bon, on a fait un peu le tri sur l'émotion qu'on ressent, on a essayé de comprendre un petit peu l'émotion de l'autre, on a fait baisser un petit peu la pression, parce qu'on sait bien qu'on le sait, souvent c'est dit, hein, que c'est pas, forcément pertinent de réagir à chaud parce que, bah, là, en général, c'est pas forcément des réactions, ça peut être des réactions qu'on regrette après parce que, voilà, c'est sorti de façon un petit peu trop, brutale. Donc une fois qu'on est revenu un petit peu à un point d'équilibre, alors là, on va rentrer dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe. Donc ça passe par une communication, et évidemment la communication dans la notion de collaboration qu'évoquait Corinne, elle est absolument indispensable, parce que, bah, le langage, c'est tout un alors c'est merveilleux le langage, mais ça peut amener énormément
d'incompréhension, de malentendus, parce que le langage, c'est forcément, il faut toujours avoir à l'esprit que le langage, c'est une partie de la réalité. C'est une façon d'exprimer la réalité, mais forcément, c'est quelque chose qui va amener voilà, des représentations différentes entre les autres. C'est tout l'enjeu de nos vies, de ce qui peut se passer sur la planète, c'est d'essayer de comprendre la réalité de l'autre, quelque part. Alors, pour ça, la PNL est donc effectivement un outil très, très utile, puisque, entre autres, ceux qui ont inventé la PNL, John Grinder et Richard Bandler, ils ont en fait observé un certain nombre de personnes qui excellaient dans leur domaine, et notamment qui excellaient dans la communication, quel que soit leur métier. Alors, ils ont donné cette notion de reformulation. Alors, c'est tout à fait, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, c'est des choses qui sont tout à fait simples, la PNL, c'est des outils tout à fait accessibles. Simplement, il faut qu'ils soient quand même bien pratiqués et appropriés pour que ça ne soit pas perçu comme quelque chose de ballot, enfin de lourdeau un petit peu plutôt. Alors, la reformulation, c'est quoi? C'est une technique de communication qui va permettre, dans un premier temps, de donner à votre interlocuteur, la sensation d'être bien entendu, bien compris. Ça, c'est une première chose. Être entendu, être compris, ça veut dire que l'autre n'a pas l'impression d'être jugé, évidemment. C'est ce qu'on appelle établir le rapport en PNL. Donc un rapport avec l'autre, c'est vraiment quelque chose d'équilibré, où on est avec l'autre et vraiment il y a un niveau de communication qui est optimal. En tout cas, c'est ce qu'on cherche. Mais ça va au-delà de ça. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que la reformulation va permettre aussi à l'autre de l'accompagner, de cheminer en fait avec lui. C'est pas juste lui donner le sentiment d'être entendu, c'est lui donner la possibilité en fait de mettre des jalons dans sa réflexion, parce que si voilà, on parlait tout à l'heure de l'exploration d'une émotion, l'autre n'est pas forcément capable de vous dire quel est le besoin derrière et quelle réaction il a eu, etc. Donc avoir une communication avec lui en utilisant ce genre d'outils, ça peut aussi lui permettre de rebondir et d'avancer et du coup évidemment d'avancer dans la collaboration et potentiellement vers une résolution de conflit. Alors, la reformulation, de toute façon, ça dit ce que ça dit avec le terme. Il peut y avoir 2 formes globalement de reformulation. Ce qu'on appelle la reformulation en écho. Alors, c'est ça qu'il faut utiliser avec finesse, évidemment. C'est tout simplement répéter une phrase, mais souvent c'est plutôt un morceau de phrase qui est dit par la personne. C'est un petit peu comme si on mettait une virgule, un point-virgule à la personne. Et voilà, ça ponctue un petit peu et ça permet à la personne de reprendre un petit peu son souffle. Et puis, vous validez au fur et à mesure ce que vous dit la personne. Donc, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Votre collègue vous dit, oui, ce matin, je suis arrivée en réunion et puis j'avais oublié mes clés. Et puis, vous dites, vous aviez, bon, je vous donne un exemple, ça a l'air un peu bateau, mais c'est juste pour vous donner un exemple, c'est le premier qui me vient. Ah oui, d'accord, t'avais oublié tes clés. Oui, j'avais oublié mes clés, du coup, j'ai dû repartir. Voilà. C'est un exemple anodin, c'est pas spécialement un conflit. Mais voilà, pour vous dire que vous réutilisez vraiment texto une partie de la phrase de la personne. On est bien d'accord que c'est à manier avec finesse. Sinon, il ne faut pas que l'autre, au contraire, ait l'impression que vous vous fichiez de lui, que vous cherchez à le singer. Voilà, faut que ça soit pas, en fait, pas capté par la personne. Et d'ailleurs, vous remarquerez peut-être que c'est quelque chose qu'on fait de façon instinctive. En fait, la PNL a juste mis à jour des choses qu'on fait déjà naturellement, que certaines personnes qui sont des bons communicants font de façon intuitive. Reformulation synthétique, là on est sur, alors c'est exactement le même principe, c'est le même objectif, simplement, en fait, vous allez, comme son nom l'indique, vous allez synthétiser, une personne vous raconte quelque chose, et en fait, là l'enjeu, ça va être de repérer les mots-clés qui ont été donnés par la personne. Pourquoi? Pour ne pas en fait risquer de perdre la personne si vous utilisez un mot plutôt qu'un autre. Si la personne vous dit, oh là là, ça m'a énervé, et que vous, en reformulant, vous dites, ça t'a contrarié, peut-être que non, peut-être pour vous c'est équivalent, peut-être que pour la personne en face, contrarié, non, j'étais pas juste contrariée, j'étais énervée en fait. Donc c'est ça qu'on appelle repérer les mots-clés. Alors évidemment, le mot-clé, c'est pas la table, la chaise, etc. Ça, c'est pas des mots-clés, parce que c'est une réalité a priori neutre. C'est vraiment les mots qui représentent les ressentis, les besoins de la personne, etc. Donc là, voilà, vous allez simplement prendre un temps pour reformuler, et ça peut être justement aussi l'occasion, si vous reformulez, la personne, elle vous entend dire, et peut-être qu'elle complétera, peut-être qu'elle vous dira: «Non, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est pas comme ça que je me sens exactement», etc. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment cette notion d'aider l'autre à cheminer dans sa pensée ou dans simplement la compréhension de son vécu, en fait, parce que, on a beau être soi avec soi, des fois, on a même nous-mêmes du mal à faire du tri dans nos ressentis.
Alors, deuxième outil que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est là aussi un des outils phares qui a été utilisé par la PNL, c'est ce qu'on appelle le métamodèle. Alors pareil, ça paraît un nom bien compliqué, qui est en fait tout à fait simple. On pourrait effectivement le décrire comme étant l'art de poser les bonnes questions. Donc le métamodèle, c'est un outil de questionnement. L'idée, comme je vous disais juste avant, c'est que le langage, on part du principe que le langage est un modèle de la réalité. Jamais on pourra retranscrire par le langage la réalité exacte qu'on vit, qu'on voit, qu'on perçoit, etc. Tout simplement parce qu'il y a trop d'informations et parce qu'évidemment, chacun va percevoir la réalité d'une façon différente. Donc, on peut dire que le langage, il y a plusieurs modèles. Donc, évidemment, il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'ouzbek, il y a le chinois, etc. Et que forcément, ça fige un petit peu la réalité, que potentiellement, ça laisse place à des imprécisions, des incompréhensions, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un questionnement, pour qu'on puisse comprendre de façon vraiment beaucoup plus précise la réalité et le vécu de la personne en face. Donc l'idée, c'est d'avoir alors globalement, évidemment, on se base sur des informations qui sont potentiellement négatives, mais dans lesquelles la personne, elle est bloquée, en fait. Donc nous, notre but, ça va être d'essayer de faire sortir, lever ce blocage, autour d'un mot, d'une phrase dans laquelle la personne se trouve et par des questions, voilà, fines et précises et cetera, d'amener la personne à se rendre compte: «Ah mais oui, effectivement, c'est pas la réalité, c'est la façon dont moi j'avais perçu la réalité». Alors, du coup, la PNL a donné plusieurs catégories. Ce qu'elle a appelé les violations du métamodèle, en fait, c'est, des erreurs de langage, des choses qui figent, en fait, une information et qu'on va essayer de défiger par une question appropriée. La première catégorie, alors je vais assez vite, hein, parce que, voilà, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, juste pour que vous puissiez avoir en tête tout ce qu'il peut y avoir dans ces imprécisions. Il y a la catégorie de ce qu'on appelle les omissions. Alors, je vous donne des exemples parce que sans exemple, ça reste tout à fait théorique. On a ce qu'on appelle les omissions simples. Si je vous dis: «Je suis outré», point. Alors oui, c'est une forme d'information, mais est-ce que c'est vraiment précis? Donc là, l'idée, c'est que si une personne me dit ça: «Je suis outré». Ah d'accord, vous êtes outré. Reformulation. Heu et mais vous êtes outré potentiellement par qui? Ou par quoi? Qu'est-ce qui vous a outré, en fait? Là, il manque une information. Il manque, ça c'est de la grammaire, hein, il nous manque un COD ou un COI derrière la phrase. Omission comparative, ça aussi c'est toujours très intéressant de le relever. Votre chef vous dit, en point, «Oh votre service est vraiment moins efficace, hein». OK. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? À votre avis, comment on le perçoit? Bah, en général, on n'est pas très bien et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Moins efficace, mais moins efficace que qui? C'est encore une fois c'est de la grammaire. Moins, il y a toujours un relatif derrière. Moins que qui? Moins que quoi? Potentiellement moins efficace que le service compta d'à côté où, j'ai eu hein, mais qu'est-ce qui vous fait dire que le service est moins efficace? En tout cas, voilà, quel est l'objet de comparaison? Ou votre service est moins efficace qu'il y a un mois ou il y a un an? Eh bah, oui, c'est pas du tout la même information et potentiellement, c'est pas la même résolution non plus, forcément. Manque d'index de référence, alors ça, c'est le fameux «on». On m'a dit que la situation a été bloquée. Bah, alors c'est qui on? Alors tout ça, il y a une façon de le faire évidemment, faut pas que ça soit, c'est qui on? Faut pas que ça soit, fait de façon, énervée évidemment, hein. Mais on m'a dit que la situation d'où vient l'information? On ne sait pas en fait. Donc l'idée, c'est un petit peu de questionner la personne pour savoir d'où lui vient l'information. Est-ce que l'information est sûre? Est-ce que l'information a été transformée? Et cetera, et cetera. Il y a d'autres catégories dans ces émissions, je ne l'ai pas mis là, mais ça peut être aussi tout ce qui est, des verbes non spécifiques. Par exemple, vous faites un point avec, une personne de votre équipe qui vous dit, «Mais je fais des efforts pour arranger les choses». Voilà, vous êtes en train de devoir gérer un conflit et puis la personne vous dit: «Mais je fais des efforts pour arranger les choses». Ah OK, mais faire des efforts, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'équivalence concrète pour la personne de dire: «Je fais des efforts»? Donc là, l'idée, c'est de la questionner et qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à ces comportements que vous essayez de mettre en place pour arranger les choses? Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les généralisations. Heu, donc là, c'est en gros l'idée qu'on va, comme son nom l'indique, faire une généralité potentiellement d'un ou plusieurs cas isolés. Alors, il y a les petits mots qu'il faut savoir repérer, ce qu'on appelle les quantificateurs universels. Ah! Ah mais ce collègue-là, ah franchement, il commence à me gonfler. Il est toujours en retard, toujours. Toujours, vraiment toujours. Donc la question appropriée, c'est, voilà, combien de fois il a été en retard sur le mois, qui a écoulé, par exemple?
Est-ce que ça lui arrive de prendre le contre-pied? Est-ce que ça lui arrive d'arriver à l'heure? Oui, bon, bah oui, effectivement, ça lui arrive d'arriver à l'heure. Voilà, tout ça pour faire vraiment préciser, parce qu'il est toujours en retard, voilà, c'est un pavé, c'est complètement figé et bah, voilà, la situation est difficile à débloquer quand on a des phrases comme ça. Les petits mots du genre il faut qu'on trouve une solution. De toute façon, on le sent en le disant ou quand personne il faut que vous me rendiez le tel dossier à telle heure, oh, on a tout de suite une espèce de charge, de chape de plomb qui nous tombe dessus. Il faut, mais en gros, mais qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas de solution? Il faut que vous me rendiez tel dossier à telle heure, demain à 8 heures, il faut que ça soit sur mon bureau. OK. Alors on ne peut pas forcément toujours répondre comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Pour essayer de voir, bah, voilà, est-ce qu'on est vraiment dans une impasse ou est-ce que potentiellement, l'idée c'est d'amener une forme d'ouverture et potentiellement des clés pour sortir de la situation bloquée. Alors origine perdue, bah, ça c'est typiquement les clichés, voilà. Moi, j'aime bien celui-là. Les Français sont des râleurs. Bon, ça, c'est des choses qu'on dit tous, hein, voilà, des généralités sur tel ou tel sujet ou «Oh l'administratif, ah bah, l'administration, c'est toujours d'une lenteur absolue», voilà, ce genre de choses. Nominalisation, là, on est sur, bah, voilà, comme un peu tout à l'heure, comme sur les verbes non spécifiques. Exemple, la communication ne passe pas dans l'équipe. Mais comment? En fait, c'est voilà, on voit bien quand on a une phrase comme ça, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, en fait. Qu'est-ce que ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que la communication ne passe pas? Qu'est-ce qui vous fait dire que la communication ne passe pas? Ah bah, par exemple, on n'a jamais de mail commun, je sais pas, je dis n'importe quoi, on n'a pas de petits points d'équipe, voilà. Ça, c'est des choses précises et là, on peut s'appuyer sur des faits et potentiellement travailler sur un axe d'amélioration. Et enfin, les distorsions. Alors là, les distorsions, c'est encore un petit peu différent. C'est en fait faire une on a 2 faits, c'est tirer des conclusions hâtives, on pourrait dire, en fait. C'est, voilà, j'observe ça et j'en déduis ça. Mais en fait, le chemin, il est pas forcément tout à fait juste. Alors, ça peut être des lectures de pensée. Donc ça, c'est typiquement, comme son nom l'indique, hein, c'est penser à la place de l'autre. Alors, on le fait tous, hein, de façon, ça porte pas forcément à conséquence. Mais voilà, dans le cadre d'un conflit, vous êtes en train de discuter, voilà, et puis l'autre personne vous dit: «Bah, on pourrait peut-être proposer ça». «Ah non, non, je sais déjà que cette option sera rejetée». Ah, peut-être que vous avez raison au final, mais il faut toujours vous dire que, bah, on ne pense pas à la place et on tente. En tout cas, on pose la question, on formule la demande et on laisse l'autre la responsabilité de dire oui, dire non, ou en tout cas de discuter autour de ce qu'on veut proposer. Donc ça, il faut y faire attention parce que c'est des fois très, très inconscient quelque part. On fait pas forcément attention, mais bah, ça peut faire partie des choses qui du coup nous bloquent parce que bah, on se dit que l'autre va réagir comme ça, ou on n'ose pas faire ci ou dire ça parce qu'on a peur que l'autre ceci, cela. Ben voilà, ça fait typiquement partie des nœuds que parfois il faut essayer de lever pour pouvoir aller vers voilà, une meilleure collaboration, une meilleure communication. Et ce qu'ils appellent l'équivalence complexe, voilà, ça c'est vraiment j'observe un fait et j'en tire une conclusion. Donc, monsieur untel ne m'a pas payé, c'est un escroc. Alors peut-être que c'est un peut-être que c'est un escroc, peut-être que, il est complètement débordé et que, la facture elle est, sur son bureau, il l'a complètement zappée. Peut-être qu'il a un problème de trésorerie et que, bah, il n'a pas osé vous le dire et que, bah, il attend en fait la fin du mois ou le début du mois prochain pour vous payer. Mais, il en est malade parce qu'il a horreur de payer en retard ses clients et cetera et cetera. Il y a plein de possibles en fait. Donc l'idée c'est, voilà, de dénouer ça pour, bah, voilà, pas faire monter la sauce parce que là potentiellement ça mène vers du conflit parce que vous vous emballez dans votre tête, de votre côté et puis le jour où vous l'avez au téléphone, bah, voilà, il en prend pour son grade alors que peut-être, c'est potentiellement pas justifié. Ou alors votre patron, voilà un autre exemple: «Ah bah, il m'a pas dit bonjour ce matin, tu as vu? Il m'a pas dit bonjour. Mais je t'avais dit, hein, de toute façon je vois bien qu'il me supporte pas là, c'est le nouveau chef de service là, il me supporte pas, la preuve ce matin il m'a pas dit bonjour». Bah non, peut-être que ce matin il est arrivé, il était en retard donc lui il était stressé, peut-être qu'il venait de se disputer avec sa femme et voilà, il était encore dans cette dispute, peut-être qu'il a une réunion hyper importante et qu'il est, dans la préparation de son truc, il vous a tout simplement pas vu. Voilà, il faut faire attention à ça parce que, bah, ça fait partie des choses qui, en fait, peuvent faire un petit peu monter la sauce de part et d'autre dans un conflit et puis, bah, simplement continuer à attiser le feu et c'est pas ce qu'on cherche pour aller vers la collaboration. Alors, je regarde l'heure parce que je veux garder suffisamment de temps pour vous parler de la communication non violente. Alors, je trouve, enfin, en tout cas, personnellement, ça fait partie des approches qui m'ont le plus, quand je me suis formée à la CNV, ça m'a le plus touchée, plus bousculée, fait réfléchir de façon vraiment, profonde et aussi personnelle, puisque c'est bien sûr des outils qu'on peut utiliser dans le cadre, professionnel. Parce que je trouve que c'est une approche,
vraiment profonde. La PNL, on est vraiment sur quelque chose de pratique, orienté changement, etc. La communication non violente, ça a été inventé par Marshall Rosenberg, et je vous ai mis, justement pour vous donner un petit peu cette dimension un petit peu plus haute que je ressens en tout cas, une citation qui est, extraite de son livre, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, c'est une traduction puisqu'il était américain, dans lequel il explique tout simplement son approche, de façon tout à fait accessible, hein. Je vous invite à le lire, parce que je trouve que c'est vraiment une approche qui mérite, d'être, connue et mieux connue, et elle reste tout à fait d'actualité même si elle est pas vraiment récente. Donc cette phrase qui pour moi donne un petit peu la tonalité de cette approche, de Marshall Rosenberg: «Ce que je recherche dans la vie, c'est la bienveillance, un échange avec les autres motivé par un élan du cœur réciproque». Bon, ça paraît un peu flou peut-être si vous ne connaissez pas son approche, mais je trouve que voilà, c'est intéressant parce que quelque part tout est dit là-dedans. La première chose, c'est que Marshall Rosenberg, alors juste pour quelques informations de son histoire en fait, qui a expliqué que, bah, il y a toujours une histoire personnelle derrière, la création d'une certaine théorie pour les gens. Il a grandi du coup aux États-Unis, et donc à l'époque, dans les années, 40 je crois de mémoire, il a été, témoin de beaucoup de violences, urbaines, des choses assez, voilà, des choses, quand même très violentes, à l'époque, et lui-même il a été beaucoup, beaucoup victime de racisme en fait, hein. Et pour autant, il a grandi dans un cadre familial où il y avait justement beaucoup d'amour, de bienveillance, c'est ce qui, l'a sauvé très certainement, mais qui lui a donné en fait cette idée que ce postulat de base, que voilà, c'est là où moi je trouve que c'est un beau postulat de base, on n'est pas obligé de le partager, mais je trouve que c'est quand même plus aidant de partir de ça que de l'inverse, c'est de dire qu'en fait, voilà, l'être humain de base est dans cette bienveillance naturelle. Notre nature, c'est ça, c'est d'être bienveillant. Et donc il s'est dit: «Mais qu'est-ce qui fait?» Tout son questionnement est parti de là. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes en arrivent à exprimer une telle violence avec l'autre? Qu'est-ce qui a pu se passer? Et à l'inverse, comment on arrive à avoir des personnes qui, malgré leur vécu, bah, voilà, restent des gens qui, voilà, je pense que peut-être vous avez tous, connu, rencontré des gens comme ça, qui rayonnent quelque chose de très lumineux, de très doux, qui ont une extrême patience et qui sont, voilà, présents pour l'autre, et cetera. Sans être non plus dans le sacrifice, hein, mais dans voilà. Donc il s'est dit: «Beh, qu'est-ce qui peut se passer et comment on peut faire pour reconnecter finalement l'humain à cette bienveillance, naturelle. Alors cette notion de violence en fait, voilà, j'y reviens, quand même parce que l'idée c'est qu'on n'a pas forcément conscience, que les gens qui connaissent pas du tout communication non violente se disent: «Bah non, je suis pas violent, dans mes propos». En fait, c'est plus subtil que ça. C'est que on a parfois des paroles qui sont, source de souffrance, en fait. C'est pas forcément violent physiquement, évidemment, ça peut l'être, hein, il peut y avoir des mots très violents, mais des fois, c'est plus insidieux que ça, et les paroles, voilà, c'est pour ça que des fois les relations, ça nous met si mal. C'est qu'en fait, il y a une forme de souffrance, on se rend pas forcément compte que nos paroles peuvent être blessantes et peuvent amener de la souffrance à l'autre, et c'est parfois valable pour nous-mêmes. Nos propres paroles envers nous-mêmes peuvent être, en fait, tout à fait, blessantes. Donc, voilà comment il définit, lui, son approche, c'est que la CNV, elle va permettre, en fait, de rentrer en contact avec nos besoins profonds pour évidemment mieux communiquer et en essayant de se reconnecter à cet état de bienveillance naturelle. Donc le but de la CNV, le but de la communication non violente pour Marshall Rosenberg, hein, c'est pour ça qu'on est en plein dans le sujet des conflits, c'est potentiellement de transformer, d'être un média de transformation entre un conflit, parce que bah, voilà, on ne peut pas éviter le conflit. Je pense que Corinne, tu en avais parlé la semaine dernière, c'est très difficile d'éviter le conflit, enfin d'éviter, de ne pas vivre de conflit. On peut l'éviter, mais en tout cas, on en vit forcément. C'est de transformer finalement ces conflits en dialogue beaucoup plus paisible. Et donc c'est un outil qui va être extrêmement utile à la fois pour la vie personnelle, pour désamorcer les conflits, familiaux, conflits avec son conjoint, et cetera. Et ça a été aussi utilisé beaucoup, dans un cadre beaucoup plus global, dans des cadres de tensions, politiques, dans des cadres diplomatiques en fait, hein. Voilà, donc en fait l'outil est le même pour tous, mais la façon dont on peut l'utiliser est vraiment très, 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 très large. Mais ça, c'est vraiment les mots de Marshall Rosenberg, hein, c'est pas mon interprétation. L'outil de la CNV, c'est ce qu'il appelle le langage du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce langage du cœur, vous allez me dire? Du cœur, pardon. Alors, Marshall Rosenberg, pardon, le voici, en action d'explication de la CNV. Et vous voyez qu'il a des petites marionnettes, donc il était, à la fois très bon communicant et donc forcément aussi très bon pédagogue. Donc il avait une façon très particulière d'expliquer la CNV qui est encore utilisée aujourd'hui, très imagée et métaphorique, et il utilisait 2 animaux, la girafe et le chacal,
pour voilà, mettre en comparaison deux modes de communication différents. La girafe, ça c'est le mode de communication CNV et le chacal, et voilà, c'est, on va dire, le mode de communication où on a tendance à être et qui potentiellement pose un certain nombre de problèmes. Alors, c'est quoi ce langage, comment il parle ce chacal, ce fameux chacal? Alors, il explique en fait que quand on est dans une communication chacal, c'est un langage qui va être de l'ordre du rapport de force. Donc, il y a toujours la notion de domination. Une personne domine l'autre. Et donc, les outils du chacal pour communiquer, ça va être voilà, la notion de punition ou de récompense pour être en relation avec les autres. Ça va donner des ressentis comme la culpabilité, des ressentis comme la honte, des choses, vous serez d'accord avec moi, qui sont pas très, pour le coup, pas très nourrissantes, pas très épanouissantes, et je ne suis pas du tout convaincue qu'effectivement ce soit les bons ingrédients pour une résolution de conflit efficace. Alors, donc il y a cette première image sur laquelle je reviendrai. Et puis, pour expliquer la CNV, il y a une personne qui s'appelle Thomas Dansembourg, que je vous invite à suivre, qui a fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc, si vous cherchez, vous allez en trouver assez facilement. Qui est donc aujourd'hui, ça fait depuis un certain nombre d'années qu'il est formateur en CNV. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. De mémoire, c'est lui qui a écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai. Peut-être que ça vous parle. Ça a été plutôt des best-sellers, hein. Thomas Dansembourg, c'est un ancien avocat, d'où son talent vraiment d'orateur. Il a vraiment, je trouve, un talent pour expliquer les choses et transmettre l'esprit de la CNV, mais pas que, hein. Il a aussi beaucoup parlé des émotions, etc. Et donc, je rends à César ce qui appartient à César. Il a donné cette métaphore que je trouve vraiment très parlante pour expliquer ce qu'est la CNV et ce fameux langage du cœur. Donc, ce schéma vous montre en fait que, alors, sur notre planète, la métaphore, c'est ça. Sur notre planète, on vit tous dans des habitats différents. Alors, il prend l'exemple un peu extrême pour que ça soit plus parlant. Il y a des gens sur cette planète qui vivent dans des petites tentes en plein désert, voilà. Et puis, il y a des gens qui vivent dans des grands châteaux. Enfin, c'est un peu métaphorique, mais voilà, dans des grands donjons, etc. Donc, le constat, c'est qu'effectivement, on a tous des habitats différents. Donc, c'est ce qu'il appelle les façades extérieures. La communication, l'endroit où on communique, c'est une communication en termes de façade. Donc le problème, c'est que les communications entre le donjon et la tente du berbère est forcément pas très facile. C'est là où on va parler il va y avoir des jugements, il va y avoir des croyances, ce qu'il appelle les pensées, enfin ce qu'en CNV on appelle les pensées binaires, c'est noir ou blanc, etc. Les il faut, tu dois, etc. Donc ça forcément, c'est là où potentiellement ça fait le lit de situations conflictuelles. L'idée, en fait, de la CNV, c'est de dire qu'il faut essayer de trouver un point sur lequel on se rejoint tous. Quel que soit l'habitat dans lequel on vit, sur la planète, on reste tous des êtres humains et on a tous, et c'est cette image qu'il met sur son schéma, c'est chercher la nappe phréatique qui est la même pour tout le monde, qu'on soit dans le désert saharien, qu'on soit aux États-Unis, à Miami, etc. On a tous besoin de cette même connexion à la nappe phréatique. C'est l'eau, en plus c'est très, très symbolique, hein, l'eau. C'est l'eau qui nous nourrit tous. Sans eau, voilà, on a beau être dans une tente ou dans un donjon, si on n'a plus d'eau, voilà, on est tous en difficulté. En plus, voilà, on est constitué à 70% d'eau, c'est la vie, hein, sans eau, il n'y a pas de vie, etc. Donc c'est aussi très symbolique. Donc sa métaphore, c'est de se dire que voilà, il faut essayer d'abaisser notre niveau de communication et de se mettre sur ce niveau, en fait, universel, dans lequel potentiellement on peut essayer de se retrouver. La CNV, ça ne dit pas qu'on va résoudre tous les conflits, mais ça dit que, en fait, le chemin pour essayer d'y aller, c'est de se connecter en fait à un endroit où on parle des mêmes choses, où en fait on parle du même langage. On parlait du langage tout à l'heure. Tout ça est dans le même esprit. Et donc, ce niveau de la nappe phréatique, c'est ce niveau des besoins, ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Alors, on a tous des besoins physiques qui sont les mêmes pour tout le monde, hein. On a besoin d'eau, on a besoin de manger, on a besoin d'air, d'oxygène. En tout premier lieu, on a besoin d'oxygène d'ailleurs. En CNV, dans la communication, voilà, la notion de besoin, ça va être des besoins universel en fait. Ça va être j'ai besoin de me sentir, besoin d'appartenance, j'ai besoin d'amour évidemment, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de voilà, la liste est tout à fait exhaustive. Et donc après l'idée, voilà, dans cette dynamique sur le schéma, on voit aussi ce symbole très, très fort de signe de l'infini, où en fait, l'idée de la CNV, c'est vraiment de faire un chemin, ça part de soi,
en fait, une compréhension de soi, et je vous donnerai après les 4 composantes de la CNV, hein. Ça part de soi, donc d'abord on essaie de comprendre quelque part, de s'auto-écouter, c'est ce qu'on appelle en CNV l'auto-empathie, donc c'est ce processus qu'on commence à faire avec soi, pour après, en fait, aller vers une demande, parce qu'on est sur un outil de communication, donc la dernière étape, c'est de formuler une demande qui va vers l'autre, et du coup, l'autre aussi va pouvoir faire ce même chemin. Et en fait, il y a une espèce d'alternance, un chemin qui va, voilà, essayer de se faire. En tout cas, il y a une circulation qui va pouvoir se faire. Et là, je pense qu'effectivement, on est dans ce qu'on peut appeler la collaboration, pour essayer de trouver une issue et voir si potentiellement on trouve une solution. Donc pour terminer, effectivement, alors là, je vous ai mis un petit schéma qui explique pourquoi Marshall Rosenberg a choisi la girafe. La girafe, elle a des grandes oreilles pour écouter, avoir une qualité d'écoute et d'empathie importante. Un long cou pour avoir cette notion de, voilà, de sortir des jugements et de voir la situation d'une autre façon. Le cœur, c'est le mammifère qui a le plus gros cœur. Donc évidemment, ça rejoint cette notion de langage du cœur. Et puis les sabots, il l'associait à la notion d'authenticité, être authentique avec l'identification de ses besoins. Donc, 4 étapes pour cette CNV. L'étape de l'observation. Donc, observation, c'est vraiment se forcer à d'abord dire les faits. Un fait, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas discuter. C'est essayer au maximum de se rapprocher de ce que je vois. Exemple, si je dis d'une collègue, vraiment, Sylvia, elle travaille trop, hein. Est-ce que c'est précis? Non. Si vous voulez être sur une observation vraiment factuelle, vous allez dire: «Aujourd'hui, Sylvia a travaillé 12 heures». Là, personne ne peut contredire ça parce que c'est tout, c'est un fait. Ça, c'est la première attitude. Ça vaut aussi pour une observation potentiellement positive, hein. Si vous dites: «Oh Sylvia, elle est vraiment généreuse», c'est un jugement en fait. C'est un jugement positif, mais ça reste un jugement. Donc qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est généreuse? Eh bien, par exemple, elle a donné, 10 de son salaire à une œuvre caritative depuis, des mois, des années potentiellement, et c'est ce qui me fait dire qu'elle est généreuse. Là, c'est un fait. Première étape, observation. Deuxième étape, c'est ce que je mentionnais au début de ce webinaire, c'est quel sentiment je ressens? Sentiment, émotion. Forcément, j'observe un comportement, mais je suis un humain fait d'émotions, donc ça me fait quelque chose. Qu'est-ce que je ressens? Là, potentiellement, c'est pareil. Des fois, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on va ressentir. Si vous me dites, «J'ai le sentiment que tu m'aimes pas», hein. Il y a beau avoir le mot sentiment, c'est pas un sentiment, parce que là, vous êtes là aussi dans une lecture de pensée. Par contre, si vous me dites: «Quand tu me dis ça, j'ai peur», eh ben, OK, là, on est sur un sentiment. Ça veut dire que est-ce que c'est justifié ou pas? Peu importe, on ne peut pas contredire un sentiment. C'est ce que la personne ressent. Donc surtout, faites attention à ne pas dire à quelqu'un: «Mais non, tu es pas en colère». Mais si la personne vous dit qu'elle est en colère, elle est en colère. Après, est-ce que, son comportement adéquat et cetera, ça c'est un autre sujet, mais n'allez jamais à l'encontre du ressenti de quelqu'un. Il y a rien de pire pour que l'autre se braque et se sente absolument pas compris, et du coup, là, on peut monter dans la surenchère. Donc un sentiment, c'est tout. Il appartient à chacun et on ne peut pas s'y opposer. Quel besoin il y a derrière? Donc là, ça fait du lien avec le tableau que je vous présentais, tout à l'heure. De toute façon, toutes ces approches, en fait, voilà, il y a des ponts qui se font et des parallèles évidemment. Donc là, les besoins, on est sur ce niveau de nappe phréatique, dont Thomas Dansembourg parlait dans sa métaphore. Quel besoin, pardon, universel, je suis en train de toucher, en fait, dans ce cas précis? Cerner en termes de besoins, ça peut être des valeurs, et cetera. Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça? Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, les besoins la liste est absolument pas exhaustive, elle est très, très longue. Ça peut être des besoins de respect, des besoins de sens, on peut avoir besoin de douceur, on peut avoir besoin de créativité, on peut avoir besoin de célébrer, et cetera. C'est vraiment très, 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 très large. On peut avoir besoin d'ordre, on peut avoir besoin de beauté, et cetera. Et enfin, dernière étape évidemment, et c'est là où c'est extrêmement, utile, dans le cadre de résolution de conflits, c'est qu'évidemment tout ça, ces 3 premières étapes permettent d'aller vers une formulation de demande. Donc c'est: je vais demander à l'autre, une action alors précise, concrète, limitée dans le temps, hein, on ne fait pas des demandes, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est cadré dans un certain contexte, évidemment positive, hein, réalisable et potentiellement négociable. Sinon, on assène, c'est pas une demande, c'est, un ordre. Donc posez-vous toujours la question, dans les demandes que vous faites, est-ce que intérieurement, vous êtes bien conscient qu'il y a un potentiel de discussion possible?
Voilà. Alors, je terminerai juste par un exemple, pour illustrer un petit peu ça. Ça paraît très simple, mais encore une fois, c'est la pratique. C'est dans la pratique que tout va se jouer pour la CNV. Alors, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si vous dites à quelqu'un qui arrive: «Non, mais tu es toujours en retard, c'est vraiment, c'est vraiment gonflant, hein, clairement. Tu es toujours en retard, c'est vraiment gonflant». Bon, l'autre, il y a des chances que, bon, soit il s'en fout et il passe au-dessus, soit, il va réagir et puis potentiellement ça va, voilà, commencer à partir en dispute, en conflit et cetera. Si on prend la trame de la CNV, observation: «Tu es toujours en retard?» Non, c'est pas une observation. Nous avions rendez-vous à 9 heures, tu es arrivé à 9h25. Observation. Sentiment: je suis contrariée. Si vous êtes contrarié, si vous êtes en colère, je suis en colère. Je suis très énervée, peu importe le niveau, de sentiment que vous avez. Quel besoin? Je suis contrariée parce que j'ai besoin de ponctualité pour pouvoir organiser mon travail, par exemple. Et demande: je te demande, quand nous avons rendez-vous, parce que c'est pas forcément tous les jours, c'est précis, c'est cadré, c'est réalisable quand même potentiellement. Je te demande quand nous avons rendez-vous de m'informer de ton retard, voilà, le plus tôt possible, pour que je puisse me réorganiser en fonction, par exemple. Voilà, ça c'est une façon de dire les choses, pas de me ruminer dans son coin et de dire: «Bon bah tant pis» et cetera. C'est de voilà et vous avez une demande concrète qui permet de ouh là, je suis éblouie par le soleil, qui vous permet de, bah, voilà, de pas, accumuler des choses et de sortir potentiellement d'une situation qui aurait pu, tourner au conflit. Voilà, alors pour, conclure, j'ai passé un tout petit peu, mais pour conclure, alors ça, c'est vraiment, pareil, quelque chose qui vient de la CNV et que je trouve, vraiment intéressant et c'est ce qui me fait dire enfin, c'est ce qui me fait, penser que la CNV a cette dimension, quand même un petit peu plus, haute et presque spirituelle, j'allais dire. C'est que, c'est important toujours de vous poser la question de l'intention quand vous êtes, soit observateur ou que vous êtes partie prenante d'un conflit. Quelle intention vous avez? C'est-à-dire que, voilà, vous essayez de résoudre un conflit. Est-ce que en fait alors il faut être honnête avec soi évidemment, hein, ça demande une introspection assez, authentique. Est-ce que j'ai envie de convaincre? Est-ce que j'ai envie de prouver que j'ai raison? Bon, ça peut faire partie des choses, voilà, moi la première, ça peut m'arriver de me rendre compte que, bah, oui, mais en fait là j'essaie juste d'avoir raison et c'est complètement, stérile effectivement. Est-ce que j'ai besoin de vider mon sac? Est-ce que j'ai besoin de faire des reproches à la personne? Est-ce que, ça c'est aussi important de l'avoir à l'esprit, est-ce que je me mets l'objectif, sous-entendu l'idéal, parce que c'est pas sous votre contrôle, de trouver à tout prix une solution? Est-ce que, je laisse aussi potentiellement à l'autre la responsabilité d'apporter ces solutions? Dans un conflit, il y a forcément 2 parties. Donc si vous êtes l'une des parties, voilà, est-ce que c'est votre responsabilité de trouver tout seul la solution à la situation? Non, c'est même au contraire important de pouvoir avoir une alternance et une réflexion ensemble, comme disait Corinne la semaine dernière, la notion de collaboration. Et donc en CNV, l'idée c'est que en fait, Marshall Rosenberg estimait que finalement l'intention, fondamentale, c'était cette envie de se mettre en lien avec l'autre, de prendre en fait, prendre soin de la relation, quelle que soit la relation et quel que soit le contexte. Et que finalement, si on prend c'est un recadrage profond, hein, de la façon dont on peut voir les conflits. Si on prend ce pli en fait, d'avoir l'objectif de se mettre en relation, là, ça devient déjà potentiellement plus atteignable et surtout le résultat devient presque secondaire. Puisque, et ça Thomas Dansembourg le souligne aussi beaucoup dans sa façon dont il explique la CNV, c'est qu'effectivement, ce qui prime dans nos vies personnelles et nos vies professionnelles, c'est en fait la qualité de nos relations. Parce que finalement, même dans le cadre professionnel, vous faites une demande et puis finalement, voilà, ça se fait de façon un petit peu difficile, abrupte, etc. Finalement, vous obtenez ce que vous voulez, mais c'est au prix de bah, potentiellement une ambiance très tendue dans votre équipe ou alors des relations très, très dures avec vos salariés ou votre patron, quelle que soit la situation, etc. Bah, finalement, même si vous avez eu ce que vous vouliez, est-ce qu'on est véritablement épanoui et finalement satisfait de la situation et du résultat? Bah, c'est pas certain. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est vraiment, l'idée de se dire qu'en fait, même s'il y a pas de il y a on trouve pas de solution ou de sortie au conflit, bah, il y a pas d'échec parce que malgré tout, on aura eu un niveau de communication quand même, suffisamment, fin et suffisamment apaisé pour se dire que, bah, voilà, au moins on aura, mis les moyens pour ressortir quand même d'une façon ou d'une autre, du conflit, grandi et ça je pense que je rejoins ce que tu disais Corinne sur le webinaire d'avant. Voilà,
J'en ai terminé. Merci beaucoup. Je suis complètement éblouie. Je suis dans le nord et il y a un soleil éblouissant. Vous voyez, je ne vous mens pas. Oui, j'ai pas l'impression qu'on soit dans la même région, mais parce que moi, j'ai pas Et on est le en plus dans soleil, la mais même ville. il arrive, il tourne. C'est ça. Merci beaucoup, Claire. Alors oui, en effet, c'était intéressant parce que ça permettait de faire plein de parallèles avec ce qu'on avait abordé la fois dernière, de se dire, voilà, de s'interroger parfois le prix à payer. Est-ce que c'est de détruire absolument la relation pour obtenir un résultat? Parfois, le prix à payer, c'est de préserver d'abord la relation et se dire, pour le résultat, tant pis. Parfois, c'est vrai qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, donc, mais on a gagné autre chose en échange. Voilà, il y a plein de choses avec lesquelles on peut vraiment faire du lien. Si vous n'avez pas vu le webinaire de la semaine dernière, Je vais juste mettre mon rideau. Une seconde, je te laisse, Corinne. Bien sûr. Alors, il n'y a pas eu de questions. Je n'ai pas observé de questions qui seraient remontées. Alors, c'était très détaillé, c'était assez complet. Donc, peut-être que tout simplement, vous avez obtenu les réponses à vos questions au fur et à mesure. Ça fait aussi bien le lien entre ce que tu as dit aujourd'hui et ce qu'on va aborder la semaine prochaine avec Samir Cornet. Tout ce qui tourne autour de la communication non violente, notamment, ça m'a fait penser à des choses qu'on abordera ensemble. Et c'est pas que sur les publics qui l'accompagnent, hein, les jeunes, leurs familles, etc., mais aussi parfois les relations entre collègues qui peuvent être malheureusement parfois impactées par le conflit, en fait, par les tensions, etc. Donc, on mettra ça en pratique. En tout cas, on fera résonner ça avec l'approche de Samir, en tout cas, son partage d'expérience. Voilà, alors on va peut-être... Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que tu as vu des questions Ah non, c'était très complet apparemment. Je regarde aussi les questions dans le chat. J'ai été concentrée sur la séance. Une question allez-y, vous pouvez taper votre question dans le chat si vous le souhaitez. On a encore oui, on a quelques minutes, ouais. Et oui, on attend vos questions grâce au chat qui se trouve en bas à droite de vos écrans. N'hésitez pas à poser votre question. Nos deux intervenantes du jour sont avec vous encore pendant quelques minutes. C'est le moment ou jamais, j'allais dire. Corinne Houillet, vous pouvez peut-être nous parler de la visioconférence de la semaine prochaine. Oui, voilà. Alors, comme ça, le temps que la personne qui nous dit qu'il faut qu'elle digère la séance avant, il faut que je digère la séance. Digérer la précédente et préparer vos questions pour la semaine prochaine. Ça, c'est une bonne idée, ça. Donc, oui, la semaine prochaine, on se retrouve donc mardi 29 de 13h à 14h, exactement dans les mêmes conditions, même heure, même endroit. Et donc, avec Samir, on prendra un temps pour déjà qu'il vous explique un peu sa mission au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Et il donnera des cas concrets, des cas pratiques, hein, de la notion de conflit et comment il le vit, lui, le conflit, et comment, quelle est sa stratégie pour aborder les conflits dans ces contextes où la violence, l'agressivité, où là, la communication non violente n'est pas du tout la norme. Et du coup, comment faire face à ces situations. Donc, ce sera à partir d'exemples très concrets, à la fois sur l'accompagnement, ça peut être d'un jeune, d'un mineur non accompagné. D'ailleurs, ça va être ça un petit peu le cas de figure. Un autre conflit qui peut avoir lieu avec des familles, où là, ce sont des tierces personnes, ce sont des personnes qui sont extérieures au conflit. On a vu la dernière fois qu'il y a l'ego, il y a les individus, hein, individuellement, et puis il y a les environnements aussi, donc on parlera de ça. Et puis, Samir nous partagera ce qu'il, il a identifié comme étant des bonnes remédiations pour ramener un peu de calme et recréer des contextes émotionnels qui favorisent la résolution du conflit. Donc, il parlera un petit peu de ce que lui, il a initié, en tout cas des pistes qu'il a lancées pour permettre à ses collègues, aux services dans lesquels il travaille, de pouvoir retrouver des moments, des parenthèses pendant lesquelles les conditions sont réunies pour pouvoir aborder les conflits différemment. Samir Cornet, qui est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sera à vos côtés, Corinne, la semaine prochaine. Des questions sont-elles arrivées dans le chat? Alors oui, il y aura un replay dans l'après-midi. Vous pourrez le consulter et le document sera également téléchargeable sans souci. Il sera disponible évidemment sur le www.apivisio.com pour accéder à vos replays. Très simple, vous vous identifiez avec votre adresse mail et votre mot de passe et vous cliquez dans l'onglet replay. Et pour vous répondre, hein, si vous avez des questions suite à cette conférence, c'est bien justement, vous avez le prochain rendez-vous la semaine prochaine où Corinne sera à nouveau présente et potentiellement disponible du coup si vous avez des questions qui sont
sortie post-digestion. Voilà, Et dans exactement. quelques instants, le replay sera disponible. Enfin, le replay, le petit appel à agir. Vous pourrez cliquer sur un petit bouton pour vous permettre de vous inscrire directement à la visioconférence de la semaine prochaine à 13 h qui s'intitule Résoudre les conflits. Beaucoup de messages pour vous, mesdames, dans le chat. Merci beaucoup. Belle réunion. Voilà, que des Il y avait jolis messages pour se Ouais. quitter. Je Je vois répète qu'il y la a dernière juste une- question. ouais. Ouais, que faire lorsque la personne en face refuse de discuter? On se garde là, parce qu'on a utilisé le temps et malheureusement, on ne va pas pouvoir déborder. Ouais. Mais on va pouvoir l'inclure dans le webinaire de la semaine prochaine. Parce que ça fait partie en effet des cas de figure qui se posent forcément dans le quotidien de Samir Cornet. Donc, comment faire face à des personnes qui sont un peu fermées, qui ne veulent pas prendre part à la collaboration? Ben voilà un joli teasing. Merci. Merci. Transition parfaite. Parfait. Merci beaucoup, Corinne Houillet, sophrologue et consultante. Merci à vous également, Claire Devilliers, naturopathe certifiée et formatrice. Belle journée à vous, mesdames. Merci À très beaucoup. bientôt Merci à sur vous. Happy Visio. À la semaine À très prochaine. Au bientôt. revoir. Au revoir tout le monde.